Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirais pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Seinfeld, la sitcom culte des années 90. Après les raisons du succès de la série, le casting principal et les personnages secondaires, pour ce 4e et dernier épisode, on va terminer sur le final de la série et sur ce qui s'est passé après. Alors à mes côtés, pour disserter sur l'héritage de Seinfeld, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. En 98, NBC propose 110 millions de dollars à Jerry Seinfeld pour faire une 10e saison de la série. Il faut dire que le tout dernier épisode de la saison 9 bat des records d'audience. Plus de 75 millions de spectateurs regardent ce final en mai 98. Oui, mais Jerry refuse. Il faut dire que l'épisode en question est très controversé. On va vous expliquer pourquoi. Et puis on va aussi parler de la suite. Comment est-ce que l'humour de Seinfeld s'est retrouvé dans d'autres créations, notamment Curb Your Enthusiasm de Larry David, et que sont devenus les stars de la série? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, l'épisode final de la série, donc diffusé en mai 98, plus de 75 millions de spectateurs devant leur petit écran. L'épisode bat des records d'audience, absolument. Mais il ne plaît pas tant que ça. Ouais. En fait, il faut préciser déjà une chose, c'est-à-dire qu'à ce stade de la série, Larry David, le créateur, avec Jerry Seinfeld de la série, était déjà parti. En fait, il était parti à la fin de la saison 7. Ça faisait déjà des années qu'il disait qu'il allait partir, etc. Jerry Seinfeld parvenait à le convaincre de rester, quoi. Mais là, c'est vraiment arrivé. Et du coup, on l'a appelé pour venir écrire ce dernier épisode, qui est un épisode en 2 parties, qui raconte en fait comment en fait le gang, en fait les 4 personnages se retrouvent dans une petite ville du Massachusetts dans un procès qui les concerne. Alors en gros, c'est Jerry Seinfeld qui se fait appeler par NBC à la base pour parler du fameux pilote qu'ils avaient écrit quelques années auparavant qui s'est jamais fait. Et pour leur dire, on veut le faire. On veut faire cette série avec vous, cette série à propos de About Nothing, quoi, le truc qu'ils avaient vendu, qu'ils avaient vendu dans la saison 4, quoi, et qui ne s'est jamais fait à cause de George, notamment, quoi. Ils leur disent, voilà, on le fait, et pour nous excuser, en fait, de ne pas vous avoir permis de vous avoir fait poireauter pendant 5 ans, on vous offre, en fait, l'accès à notre jet privé, le jet d'NBC, quoi. Et le gang décide de partir à Paris. L'avion plante. Ils se retrouvent à atterrir au milieu de cette petite ville, je crois que c'est Lassam dans le Massachusetts, et en gros ils sont en train de glander en ville et ils voient un citoyen de la ville en fait se faire braquer sa voiture devant eux, et c'est un mec assez volubile, assez gros, quoi, et ils se foutent de lui. Et là d'un seul coup les flics viennent les interpeller, leur disent, enfin il y a un policier qui vient les interpeller, qui leur dit vous n'avez pas assisté à cette personne qui était en danger, vous tombez sous le coup de la loi du bon samaritain. Il faut que il va y avoir un procès, quoi. Donc qui t'oblige à venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, quoi. Et en fait, non-assistance à personne en danger, quoi, en gros. Et ils trouvent ça complètement con en tant que bon citoyen, urbain new-yorkais, quoi. New-yorkais. Ces États-là, les New-Yorkais et les gens de Los Angeles les appellent les flyover states. Hein. C'est des États d'un mépris total, parce que c'est des États que tu ne vois jamais. En fait, tu passes en avion au-dessus. Donc, c'est pas un hasard qu'ils aient choisi de terminer là, dans ce lieu. Je pense, ouais. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se retrouvent en procès, et d'un seul coup, pour que ce procès soit gagné en fait par les plaignants, ils vont chercher comme témoins tous les gens qui ont qui ont été placés dans des situations délicates, à cause de Jerry et du gang. Voilà, c'est ça. Pour montrer que c'est des psychopathes, en fait, quoi. Voilà. Et donc, tu te retrouves avec, on en a parlé dans les autres épisodes, tu te retrouves avec le soupe nazi.
qui vient témoigner. Tu te retrouves avec Babou, tu te retrouves avec le personnage de Terry Hatcher, tu te retrouves avec tous ces personnages qui viennent témoigner contre Jerry Seinfeld, George Costanza, Ellen Benes et Cosmo Kramer, quoi. Et du coup, bah, c'est sans équivoque, quoi. Là, ça se termine, le spoiler, hein. Ils sont jugés coupables et ils se terminent en prison. Sauf que le grand gag, en fait, de finale, c'est que d'un seul coup, Jerry et George se mettent à engager une conversation sur le bouton de la chemise de George, et il se trouve que c'est la conversation qu'ils ont eue dans le premier épisode. Dans le pilote, au tout début. Voilà, c'est ça. Donc c'est une boucle. Les 9 saisons sont une boucle pour montrer qu'ils n'ont absolument pas changé. Et le truc, c'est qu'ils n'ont autant pas changé qu'ils n'ont absolument aucun état d'âme, en fait, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Ils ont 1 an de prison. Ils le prennent, d'ailleurs, Jerry le prend assez à la légère. Il fait, oh, ça va, c'est 1 an, quoi. Et voilà, c'était je sais que c'est pas un épisode populaire, mais c'était quelque part une bonne manière de terminer la série, et surtout de ne pas continuer derrière. Justement, le deal d'NBC, c'était une manière de dire, en fait, on peut pas vraiment aller plus loin que ça, en fait, avec ce genre de personnage-là, quoi. Mais ça reste fidèle, finalement, au motto de base, qui était no hugging, no learnings. Oui, on n'apprend rien. Oui, il n'y a aucune leçon de vie. Ces personnages sont définitivement ce qu'ils sont, en fait. Ils changeront pas. Ils comprendront jamais qu'ils aient pu créer la destruction autour d'eux. Le fait de terminer au Massachusetts, effectivement, c'est intéressant parce qu'on rentre dans cette campagne américaine qui, normalement, est un pays totalement étranger pour ces New-Yorkais typiques, sachant que si Seinfeld a pu être un tel carton dans ces années-là, c'est parce qu'il était regardé aussi par l'Amérique profonde, et qu'il y avait quelque part une forme d'anomalie à ce que cette population puisse s'intéresser à la vie sans relief, quelque part, de ces New-Yorkais bas de gamme, quoi. Et d'une certaine façon, ils mettent en scène ce mépris réel, hein, que les gens des grandes villes américaines ont pour les péquenots, quoi. Et c'est la vengeance des péquenots, parce que on pouvait soupçonner que certains regardaient Seinfeld aussi parce qu'ils détestaient les gens de la ville, comme j'imagine ça peut se faire en France vis-à-vis des Parisiens quand on regarde certaines séries. Donc ça déjà, je pense que c'était assez intelligent de faire ça. La série Seinfeld a apporté un véritable a popularisé la notion de méta dans la télévision américaine. Elle existait déjà, mais sur des programmes qui étaient des programmes très ciblés pour un public très particulier, à des heures tardives. Mais là, on parle du show le plus regardé dans le pays et qui donc fait vraiment avancer cette idée d'un rapport métatextuel au récit, puisque on l'a dit, la 4e saison est une saison durant laquelle les personnages sont en train de travailler à créer la série dans laquelle eux-mêmes jouent, en fait, depuis le début. On a le making of dans la fiction. Donc c'était déjà, comment dire, on avait gagné un certain niveau par rapport à des fictions populaires précédentes qui, au contraire, disaient aux spectateurs, on n'est pas du tout dans le réel, on est vraiment ailleurs. Alors que là, Seinfeld, le lien entre le réel et la fiction est volontairement brouillé. Et en plus, on vous donne les éléments pour pouvoir juger ces personnages en sachant que vous les jugez de cette façon-là. Et donc, il y a eu tous les épisodes conceptuels dont on a parlé. Donc, l'épisode du resto chinois où il se passe absolument rien, l'épisode du parking, etc. Tout ça, c'était très très nouveau dans les années 90, et c'est aussi le début d'un décortiquage régulier et récurrent auquel aujourd'hui on est habitué, mais qui se faisait pas avant. Avant, on n'avait pas l'habitude dans les magazines américains de reprendre l'épisode de la veille et d'analyser point par point tous les éléments des personnages, etc. Et sur Seinfeld, ça se faisait beaucoup. Donc ces persos, surtout à partir de la 4e, 5e saison, ils ont été analysés, travaillés, et leur abomination, elle a été finalement popularisée. C'est-à-dire que les gens qui regardaient la série, dans l'ensemble, étaient au courant que c'était des salauds. Mais des salauds sympathiques, mais des salauds quand même, etc. Et qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'ils payent. Donc ce procès, il est là pour dire... on le sait. Depuis le début, on sait que ces personnages ne sont pas bons. Vous avez joui de les voir pas bons, en fait. Sauf que... Mais alors, si on le sait, pourquoi est-ce que ça n'a pas plu ? Et voilà, sauf que pour moi, à mon sens, le truc, c'est que c'est des personnages... En fait, c'est une sitcom, Seinfeld. Donc, c'est une sitcom avec des rires enregistrés. Les rires enregistrés, c'est quand même un truc pour t'expliquer où il faut rigoler, pour te dire, attention, gag, humour, drôle, même si c'est très sarcastique, Seinfeld, et ça marche toujours, ça fonctionne toujours,
on comprend aussi avec ça, voilà, et ça, c'est en plus du jeu des acteurs qui les rendent éminemment sympathiques, en fait, des personnages qui sont absolument abjects, en fait, dans l'absolu. Bah, en fait, au final, la couche de réception générale de Seinfeld, c'est que c'est des personnages populaires et appréciés et aimés. Et c'est pas tant, en fait, qu'on attendait de leur part qu'ils apprennent quelque chose, que, en fait, de les envoyer en prison. Moi, je pense que, je sais pas ce que t'en penses, Rafik, mais je pense que le truc avec Seinfeld aussi, c'est que, finalement, ça donne une porte ouverte sur les petites conneries que tu peux faire dans ta vie, les moments où t'es mesquin, où t'es un peu, tu vois, ronchon, mauvais, etc., etc. Ça te dédouane un petit peu ça. Et je pense que c'est un miroir qui renvoie un peu à la gueule des mecs, quoi, ce truc. Le point, la référence, en fait, alors je sais pas si elle est consciente ou pas, de Larry David, mais je l'ai pas entendu en parler de lui, mais c'est L'étranger de Camus, en fait, pour cet épisode. Parce que, en gros, c'est la même structure, en fait. C'est l'histoire, en fait, de quelqu'un qui commet un crime, qui se retrouve à aller en prison, voire à la guillotine, hein, dans le cas de Meursault. Voilà, sans état d'âme. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Ils n'ont pas d'état d'âme, en fait, les personnages de Seinfeld. Et je pense que il est là le vrai problème, en fait. C'est-à-dire, je pense que vraiment, il y a ce truc où c'est pas tant qu'ils devaient apprendre quelque chose, qu'ils devaient machin, c'est qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Et toujours, en fait, ils sont égaux à eux-mêmes. Et je pense que, à mon avis, c'est ça qui fait que ça a été mal vu. Après, déjà, l'épisode, comme on l'a dit, il a cartonné. Moi, je le trouve parfaitement cohérent avec ce que ça raconte, mais après, il faut être aussi honnête, ce n'est pas l'épisode le plus drôle de la saga, parce que il y a aussi cette espèce de mécanique, en fait, de série télé, qui est que puisqu'on fait revenir des personnages, on remonte des extraits pour te rappeler les choses. Et je pense aussi que et c'était aussi méta. Oui. Pour le coup, mais parce que ça s'est fait après avec les Simpsons, South Park, Family Guy, tout ça, ils se sont amusés des codes de la télévision. Mais là, on était dans la série la plus populaire du moment est une série qui se questionne sur elle-même de façon explicite. Donc, sachant que cette dernière saison, elle avait été cherchée très très loin dans l'expérimentation narrative, d'écriture, on n'en a pas parlé, mais donc il y a on l'a évoqué très vite dans un épisode. Voilà, l'épisode, j'ai plus le titre, celui qui se passe entièrement à l'envers. Mais donc il y a un épisode de cette dernière saison qui est raconté de la dernière scène à la première scène. On commence avec le générique de fin, avec le logo de fin, quoi, de Castle Rock. Tout à fait. The Opposite, l'épisode. The Opposite, voilà. Et on commence vraiment à la toute fin de l'épisode et on remonte en fait le fil jusqu'à la première scène qui se passe 1 an avant, je crois, ou 15 ans avant, je sais plus. Voire 15 ans avant, puisqu'en fait, on retrouve à la... Donc c'est 1 minute avant. On a une scène, 1 minute avant, 1 heure avant, 1 jour avant, 1 an avant, etc. Sorte de memento. Exactement, voilà. Qui était un véritable exploit d'écriture, parce que tout l'humour de l'épisode, c'est la mécanique donc du stand-up, mais inversée. Dans le stand-up, on a la mise en place et le payoff, la chute. Et là, en fait, le gag, la chute n'est pas censée te faire rire. La chute, elle t'est posée comme la mise en place, et c'est la mise en place qui devient la chute. Et ça marche, hein. L'épisode est vraiment fabuleux à ce niveau-là. C'est que avec une mise en place, ils réussissent à te faire marrer parce que tu as le souvenir de ce qu'est la chute de ce gag qu'on prépare, quoi. L'épisode palindrome. Exactement, non, mais donc et pour pouvoir s'être autorisé un truc pareil à la télévision américaine dans ces années-là, encore une fois, la série la plus regardée du moment, il fallait vraiment qu'ils soient sûrs que le public les suive dans ce travail hyper théorique, quoi, presque intello quelque part. Donc, je pense qu'ils faisaient confiance à leur public quand ils se sont dit, on va faire ce procès des personnages, parce qu'au fond, c'est ce qui n'a pas été résolu dans ces 9 saisons. Sauf que, en fait, il y a aussi cette problématique de prendre un épisode qui est un carton atomique, hein, et du coup, en fait, de faire explicitement référence à plein d'autres épisodes de Seinfeld. Et moi, je sais pas, en fait, quelqu'un qui découvre cet épisode, on va dire, peut-être pas pour la première fois, disons qu'il a vu une dizaine d'épisodes de Seinfeld et il voit cet épisode à la fin, je pense qu'il comprend rien. Je pense vraiment qu'il y a une grande chance qu'il soit largué par parce que c'est successif, en fait, ça dure 55 minutes en tout, les 2 épisodes combinés. Et les gens défilent à la barre. Et les gens ils défilent à la barre avec en reprenant des punchlines, en fait, qu'ils ont balancé. La punchline que tu nous as mis dans l'épisode précédent, c'est ils sont beaux, ils sont spectaculaires. Ils le refont, si tu veux, mais en fait voilà, enfin, il faut le savoir, quoi. Il faut savoir d'où ça vient. C'est pas le même perso en plus qui le dit. Enfin, t'as tout un tas de trucs comme ça qui font que, à mon avis, ils avaient conscience de leur succès.
je pense qu'il y a une grande partie des spectateurs qui comprenaient ce qui se passait dans l'épisode, mais ceux qui, on va dire, débarquaient au milieu, disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et après il y a il y avait aussi entre guillemets la mésentente entre Jerry Seinfeld et Larry David sur cet épisode. Je crois que, en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est que même si c'est Jerry Seinfeld qui a demandé à Larry David de revenir pour cet épisode-là, ils en parlent. Je crois qu'ils en font même un gag en fait dans Curb Your Enthusiasm, justement, en fait, quand ils se mettent à parler de cet épisode en disant on a raté ce final, et t'as Larry David qui fait mais pas du tout, il est génial, il fonctionne très bien, quoi. Donc c'est une manière de dire de manière méta en fait dans Curb, puisqu'ils jouent encore leur rôle à eux, que ils ont conscience en fait que c'est un épisode en demi-teinte, quoi, qui a autant déçu qu'il a été apprécié, quoi. Disons que c'était aussi compliqué de satisfaire tout le monde. C'est jamais facile de toute façon de terminer une série, surtout une série qui a connu un succès aussi incroyable. Et c'est vrai qu'entre les personnes qui l'ont découvert sur le tard, donc qui ne pouvaient pas avoir en tête tous les personnages qui revenaient, et ceux qui suivaient la série depuis ses débuts, qui s'attendaient peut-être du coup à quelque chose de plus creusé ou de différent, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance historique donc de ces 74 millions de foyers. Hein. Je crois que c'est même pas non, c'est 75 millions de spectateurs, je crois. Comment ? En fait, je crois que ça a été. Ils ont diffusé 3 épisodes ce soir-là, c'est-à-dire les 2 épisodes du final et un épisode juste avant. C'est aussi la fin d'une époque. C'est-à-dire que on a presque la certitude à la fin des années 90 qu'on pourra plus jamais réunir autant de monde devant le poste de télévision, tout simplement parce que la télévision est en train de changer. Les canaux sont en train de s'ouvrir. Il y a des nouvelles chaînes qui se créent. Évidemment, les HBO prennent de l'importance, etc. Et on commence à rentrer dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, où chacun va chercher son programme dans son coin et où les gens ne sont pas tous au même moment devant leur poste de télévision. Donc un événement télévisuel comme ce dernier épisode n'aura plus jamais lieu. Et je me demande à quel niveau c'était pas conscient aussi chez eux, qui jouaient aussi cette carte culturelle très forte. Le barreau d'honneur, en fin de compte. Et alors c'est amusant que tu mentionnes HBO, parce qu'il y a une anecdote à ce sujet. Seinfeld est apparu dans un épisode de Saturday Night Live de 99, dans lequel il joue un sketch qui raconte la vie de Jerry derrière les barreaux, après son transfert dans une prison qui n'est autre que la prison de la série Oz de HBO. Et donc le sketch, qui dure environ 4 minutes, montre le générique d'ouverture d'Oz avec des clips de Jerry mélangés à des activités autour de la prison, et ça se poursuit, on le voit dans différentes intrigues, et qui interagit avec les épisodes de la série de manière typique et sarcastique. Donc Seinfeld, c'est terminé, effectivement. Il y avait l'idée peut-être que les personnages se retrouvent pour une scène spéciale après leur sortie de prison. Là, ça avait été mentionné en 2007 dans le Daily Show. Mais bon, pour l'instant, Jerry Seinfeld a dit qu'ils étaient tous trop occupés pour ça. En fait, il y a eu une réunion. C'est-à-dire, c'est un truc qui existe, les réunions aux États-Unis. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde attend une réunion de Friends. Tout le monde attend une réunion de certains épisodes comme ça de sitcom. Et il y a eu une fausse réunion, mais une réunion à la Seinfeld, façon méta, quoi. On va y revenir dans un instant. Je sais de quoi tu veux parler. Ouais. On va reparler de Curb Your Enthusiasm. Mais avant, je voudrais qu'on parle un petit peu simplement du fait que Seinfeld, même si c'est terminé plus de 20 ans après, la série continue encore à rapporter de l'argent, notamment grâce au principe de syndication des networks américains. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? En gros, tu me corrigeras si je me trompe, Rafik. La syndication, c'est une manière de... En fait, on a un catalogue de séries. C'est une série, par exemple. Et en fait, je crois que la règle, c'est qu'il faut qu'elle dépasse les 100 épisodes pour pouvoir faire partie d'une syndication, quoi. Et la chaîne peut vendre, en fait, la chaîne qui a produit cette émission-là, en fait, ce show, peut la vendre, en fait, partout. C'est-à-dire, c'est un catalogue dans lequel les autres networks peuvent se servir. Et ce qui fait que, en gros, beaucoup de chaînes locales, etc., se mettent à acheter, en fait, la possibilité de diffuser Seinfeld, par exemple, admettons, comme des épisodes bouche-trou, en fait, ouais. entre 2 émissions à eux, etc., etc. Et ce qui fait que, en fait, quelque part, d'une certaine manière, parce que Seinfeld était un show extrêmement populaire à ce moment-là, je pense que si on regarde ça sur les télé linéaire aujourd'hui encore, en admettant, pendant en tout cas 20 ans, Seinfeld passait à peu près, il y avait un épisode de Seinfeld qui devait passer à peu près à n'importe quelle heure de la journée
Si tu sapais bien, tu pouvais tomber dessus. Et c'est ce qui a fait gonfler en fait la popularité de la série, mais à un point culminant. C'est-à-dire que en gros, je crois, si je dis pas de bêtises, à la sortie de Seinfeld, Jerry Seinfeld était riche de 260 millions de dollars. C'était son net worth, pour parler de chiffres, hein, qu'il avait en banque. Et aujourd'hui, il pèse quasiment 1 milliard. À cause des droits, des royalties de ce qu'il a créé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, aux alentours des années 2000, la série on estimait qu'elle avait rapporté environ 2 milliards de dollars, et aujourd'hui, on en est à plus de 4 milliards par le simple fait de ce syndication. Donc, c'est quand même un gros paquet d'argent que ça fait rentrer. D'ailleurs, il y a une personnalité politique qui en a bien profité, un certain Steve Bannon, qui a misé sur le syndication de Seinfeld dans les années 90, et ça continue à lui payer ses traites et ses sorties de prison. Tout à fait, il a dit nous avions calculé ce qu'elle nous rapporterait si elle parvenait à atteindre la syndication, et on s'est trompé d'un facteur de 5, ça a rapporté 5 fois plus. C'est quand même... Oui, donc c'est vraiment énorme, et comment dire... ça, c'est sur le plan uniquement financier, mais après, c'est sur le plan culturel. On l'a vu plusieurs fois, la façon avec laquelle certains termes sont rentrés dans le langage courant, certaines expressions et des choses dont on ne peut plus détacher de Seinfeld. Même des mots qui existaient avant dans le langage américain. Je pense au mot shrinkage, qui est donc le rétrécissement. Aujourd'hui, il est uniquement connoté sexuel, parce qu'il y a cet épisode où George Costanza sort de la piscine, et donc t'as la nana qui regarde un peu sous son maillot de bain et qui se met à rigoler. Non, elle le voit nu, elle le voit carrément nu. Ah non, il est nu, oui, pardon, c'est ça. Et donc il est paniqué parce que l'eau était froide. Donc il a un tout petit zizi. Et Julia Louis-Dreyfus ne comprend pas, en fait, elle comprend rien à ce qu'il est en train de lui raconter. Et là, il lui sait expliquer le concept du shrinkage, quoi, pourquoi elle rétrécit avec l'eau froide. Et c'est là où elle lui sort un truc du genre, je sais pas comment vous, les hommes, vous faites pour vous balader avec des trucs pareils, des machins qui bougent dans tous les sens et qui rétrécissent. Bref. Et donc, le mot shrinkage, aujourd'hui, il est devenu associé à ça. Alors que c'était pas du tout, avant, on l'utilisait pour le linge. Donc, tu vois, c'est tout bête, mais ça montre à quel point, sur le plan culturel, ça s'est infiltré dans tous les coins, quoi. Non, et puis, en fait, le truc avec Seinfeld, c'est que c'est devenu, alors c'était une icône déjà, mais c'est devenu une légende, en fait. C'est-à-dire vraiment, avec le temps, quelqu'un d'extrêmement, enfin, je pense que il y a des chances que, il est encore jeune, hein, on lui souhaite pas, il a un peu plus de 60 ans, je crois, mais je crois que le jour où il va mourir, il va avoir droit à des obsèques funérailles nationales. C'est vraiment une légende américaine, quoi, de la pop culture, quoi. Donc il y a ça déjà, ce qui fait qu'il peut produire, par exemple, lui, le truc sur lequel on le retrouve, en tout cas sur Netflix, par exemple, en ce moment, c'est au-delà des stand-up ou des trucs comme ça, c'est sa série, la Comedians in Cars Getting Coffee, quoi, qui est vraiment à l'image de ce que Seinfeld a pu être. Seinfeld, c'était presque un caprice. Ça n'a jamais été autre chose que ce qu'ils avaient décidé au départ avec Larry David, c'est on va parler des comédiens. Donc c'est vraiment la vie d'un comédien, plus ou moins romancé, mais aussi c'est une série qui s'est créée uniquement autour du concept de comédien. Tout était basé sur l'écriture, tout était basé sur le jeu des comédiens. C'est vraiment, on peut retirer beaucoup de choses de Seinfeld, on peut retirer les efforts d'éclairage, de mise en scène, de ce que tu veux, mais le cœur, c'est vraiment le comédien. Et ça a popularisé aussi dans le monde le stand-up. Il y a plein de gens qui ont découvert le stand-up à travers cette série-là. La première chose qu'il a faite quand il a arrêté Seinfeld, ça a été de refaire un spectacle qui était I Tell You for the Last Time, un special, qui est d'ailleurs le special qu'un certain Gad Elmaleh a beaucoup trop regardé à l'époque, au point que ça s'est retrouvé dans ses propres sketchs. C'est toi, copie comique. Non, ça, en fait. Et il a ensuite fait ce documentaire qui s'appelle tout simplement Comedian, qui le suivait parce qu'il avait le désir de refaire du stand-up à l'ancienne, mais il était,
accablé par son succès. Il était trop connu en fait, et il trouvait ça parce que le challenge du comédien, c'est d'apparaître devant un public et de le conquérir. Mais le simple fait que ce soit Jerry Seinfeld, le public était déjà conquis en fait. Donc ça lui posait un gros problème moral. Il pouvait pas savoir s'il était vraiment bon ou si les gens rigolaient parce qu'il était Jerry Seinfeld, quoi. Donc il y a cette question dans ce documentaire. Mais ils ont jamais trahi avec Larry David le principe de on ne s'intéresse qu'à ça, en fait. On n'a pas fait d'efforts pour aller ailleurs et tout. Et Comedian in Cars with Coffee, c'est un pur caprice aussi. Ça a été vraiment conçu. Je suis au sommet. Qu'est-ce que je pourrais faire comme série? Moi, ce que j'aime bien, c'est conduire des bagnoles, des belles bagnoles, et aller prendre des pots avec des copains. Mes amis, en fait, parce que je vais faire une série où je conduis des voitures et je les emmène boire un café. C'est littéralement, quoi. Et donc, il ouvre son carnet d'adresses, quoi. Il dit, bon, bah là, j'invite Eddie Murphy, j'invite Ricky Gervais, j'invite alors même Barack Obama, enfin voilà, etc. Le principe, c'est que ce copain, il aime un certain style de bagnole. Voilà. Genre, il aime les Porsche 1962, donc il va chercher une Porsche 1962 pour aller chercher son pote. Et ils partent en fait dans un diner discuter de comédie, de choses. Bon, bah avec Obama, je crois que c'est pas ça, mais en fait ils font ça. Et surtout, mais ce qui est bien, moi je trouve en fait avec cette série-là, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, déjà quand t'as un bon comédien en face, tu vois, face de lui, ça peut être très très drôle. Vraiment, hein, ils fusent entre eux, quoi. Mais l'autre point, c'est que c'est pas trop langue de bois aussi. Voilà, et tu te rends compte qui est devenu Seinfeld aussi, c'est-à-dire et en fait, il a encore des petits maniérismes, des petits trucs. Par exemple, je sais plus avec qui, je crois que c'est avec Sarah Jessica Parker, je crois, l'actrice de Sex and the City, si je dis pas de bêtises. Ils vont au restaurant et en gros, il explique comment il faut tiper, parce qu'aux États-Unis, donc on type, c'est-à-dire on donne des pourboires, parce que c'est pas compris dans la facture, enfin dans la note et dans l'addition. Et en gros, Seinfeld il type à 100%. C'est-à-dire, ce que ça coûte, admettons, ça lui coûte $30, il donne $30 en plus, quoi. Et en fait, il fout à mal les autres en face, et notamment Sarah Jessica Parker, qui file que 10%, quoi. Et tu vois, tout de suite, il a un espèce de truc, et ça pourrait totalement être une conversation, en fait, qu'il y aurait si Seinfeld était vraiment richissime, comme c'est son cas aujourd'hui, son personnage, s'il était comme ça dans Seinfeld à l'époque, dans la série, ça aurait pu être une conversation qu'ils auraient eue avec George Costanza, quoi. Donc, t'as plein de moments comme ça, t'as plein de trucs. Si ce n'est que là, on est dans la réalité et pas la fausse réalité, quoi. C'est ce qui est appréciable, parce que le risque avec des personnalités aussi connues, etc., c'était qu'on vire dans l'interview promo, et c'est assez étonnamment pas le cas. C'est bien à préciser. Moi, Eddie Murphy, il y a des choses qu'il dit qu'il n'avait jamais dit auparavant. Tina Fey, j'en revenais pas qu'elle se révèle à ce point-là, dans toute sa fragilité, on va dire, dans toutes ces crises existentielles et crises d'angoisse, tout en restant drôle, parce que c'est des comédiens. Donc un comédien, il se jette jamais comme ça à l'eau sans qu'il y ait une punchline à la fin. Mais enfin, il y en a certains qui s'ouvrent vraiment. Il y a vraiment des épisodes très drôles. Moi, je trouvais avec Ricky Gervais qui a peur en voiture, et du coup, Seinfeld pousse la bagnole à fond, et l'autre il est à côté, il se chie dessus, quoi. C'est super drôle. En fait, il y a plein de trucs comme ça, quoi. C'est plutôt une bonne série. Alors, c'est inégal par moment à cause justement de la personne qui est en face de Seinfeld. Mais Seinfeld, comme il le dit lui-même, je n'ai pas besoin de vos retours, je sais que je suis drôle. Effectivement, il est drôle, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il maintient quand même le truc, quoi. Donc c'est un des trucs qu'il a fait, et puis qui est complètement libéré. C'est-à-dire de la même manière que Seinfeld était libéré, c'est libéré en fait d'une certaine manière. Ils le font et tout est centré autour de lui, quoi. Voilà, ça fait partie des trucs. Comedian in Cars Getting Coffee, donc la série qui a suivi par Jerry Seinfeld. Puis de son côté, Larry David aussi a poursuivi avec donc Curb Your Enthusiasm. Là aussi, une série qui est à nouveau très méta, qui parle de lui. Parce que effectivement, à la fin de Seinfeld, il était devenu évident pour à peu près tout le monde que George Costanza était basé entièrement sur Larry David. C'est plus un secret. Voilà. Mais non, mais c'est intéressant, parce que encore une fois, dans les années 80, c'était inconcevable que l'aspect coulisses soit à ce point connu du grand public. Avec Seinfeld, il y a eu aussi, accompagné de la série, tout un tas de documentaires à la télévision, on expliquait sa fabrication, et où les gens se sont réellement intéressés aux coulisses de la série, tout simplement parce que, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, les coulisses de la série, c'est la série elle-même. En fait, il y avait le flou était volontairement entretenu. Donc Larry David est devenu une personnalité connue du grand public, ce qui lui a permis de lancer Curb Your Enthusiasm, en gros, qui était... Alors chez HBO cette fois. Oui, certes, mais quand même, il a quand même basé une série entière sur l'idée qu'on va pouvoir suivre à la trace le mec qui a créé Seinfeld. C'était ça le concept de Curb Your Enthusiasm. Alors,
Curb Your Enthusiasm, parce que j'en avais un petit peu parlé vite fait dans un des épisodes précédents. En gros, c'est beaucoup plus lest comme concept aussi, c'est-à-dire que c'est Larry David qui joue le créateur de Seinfeld, donc lui-même. Il y a beaucoup d'impro dedans. Beaucoup d'impro, il est richissime, si tu veux, donc en fait c'est sa vie de connard riche en fait qui fout le bordel quoi. Toujours aussi angoissé. Toujours aussi énervant. C'est une version très très énervée de Larry David, parce que Larry David reconnaît quand même qu'il n'est pas à ce point comme ça. C'est un personnage qu'il a créé et après il y a les mêmes considérations, c'est-à-dire vraiment les mêmes trucs. Le tout premier épisode, c'est vraiment le mec, c'est cette expression first world problem quoi. C'est vraiment cette expression que moi j'aime beaucoup, qui me fait rigoler. C'est les problèmes non pas du tiers monde, mais du premier monde. Et en fait, en gros, il est chez lui et il se plaint que son pantalon a un pli, son jean a un pli et qu'il comprend pas, et ça donne l'impression qu'il a une érection. Et du coup, en fait, à un moment donné, il va au cinéma avec une amie de sa femme qui est persuadée qu'il a une érection. Et ça crée une situation complètement débile où en fait, elle est persuadée de l'avoir séduit. Et elle lui dit, calme-toi, on peut pas faire ça, t'es marié, etc. Il fait, mais non. Et en fait, il comprend pas. Et ça devient tout un truc comme ça. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Et il se fout dans un embarras. Et là où c'est plus cru, alors déjà, c'est encore plus moche que Seinfeld en termes visuels, mais là où c'est encore plus cru, c'est qu'il n'y a pas de rire enregistré, donc en fait il y a beaucoup de moments de cringe. C'est très malaisant. Et en gros c'est vraiment très très drôle. Ça mériterait presque un épisode de Wheel of Series en fait, on verra, mais on en reparlera entre nous, on verra si on fait ça un jour, mais c'est vraiment super. Et il en a fait une dizaine de saisons quand même, qui s'étale pour le coup dans le temps parce qu'il fait un peu ce qu'il veut, Larry David, c'est-à-dire que voilà, je crois que la dernière elle date d'il y a 3 ans, et il a commencé ça en 2000 pourtant, donc et là c'est old, en plus c'est old Larry, il est vraiment vieux maintenant, Larry David il a 70 ans quoi. Et par contre en fait dans l'aspect méta, dans la logique méta des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une réunion de Seinfeld dans Curb Your Enthusiasm. En fait, je crois le titre français de Curb Your Enthusiasm, c'est Larry et son nombril, non? C'est pas un truc comme ça? Larry et son nombril, c'est ça. Et la dernière saison est sortie l'année dernière, en janvier 2020. Ah bah c'est ça, voilà, janvier 2020. Et en gros, cette réunion, elle est faite d'une certaine manière. En fait, c'est pareil. Alors Larry David fait en sorte de parler de sa vie. Et donc, en 2007, je crois, il a divorcé de sa femme. Et il le met en scène dans Curb Your Enthusiasm, notamment 1 ou 2 saisons après, puisqu'il a une femme fictive dans la série, il se sépare avec elle et il veut impérativement la reconquérir. Et pour la reconquérir, il décide de faire une réunion de Seinfeld auquel il va lui offrir un rôle, quoi. Et du coup, en fait, on se retrouve avec une vraie réunion avec les acteurs de Seinfeld, c'est-à-dire t'as Jerry Seinfeld qui est là, t'as Julia Louis-Dreyfus, t'as Jason Alexander et Michael Richards. Et en gros, ils comprennent pas qu'ils sont juste le dindon de la farce, parce que lui, le seul truc qui l'intéresse, c'est vraiment de récupérer sa femme, quoi. Donc ils écrivent, je crois que c'est un épisode spécial, il écrit ou un truc comme ça. Et du coup, c'est une réunion dans l'autre série. C'est une réunion de Seinfeld dans l'autre série, parce que c'était, je pense, le seul moyen qu'ils pouvaient vraiment trouver de faire une vraie réunion sans la faire, quoi. C'est ça, puisque du coup, les comédiens interprètent ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire ils jouent eux-mêmes, mais en même temps ils sont en train de le jouer sur le mode de leur personnage de Seinfeld, et ils se mettent à nu, parce que Jason Alexander, qui est celui dont l'après Seinfeld a été le plus compliqué, puisqu'en gros il a jamais vraiment décroché quoi que ce soit d'important après, dans l'épisode de Curb Your Enthusiasm, ça lui revient dans la gueule. Enfin, à un moment donné, il se met en colère parce qu'en disant que finalement le théâtre c'est très bien et je t'emmerde, etc. C'est surtout il s'en va en fait, et d'un seul coup t'as Larry David qui dit moi je peux le jouer puisque c'est basé sur moi. Et en gros il vient, il le joue comme une patate, c'est-à-dire encore pire que d'habitude, quoi. Et tout le monde le regarde en faisant mais ça va pas être possible en fait, on peut pas faire ça, quoi. Donc et en plus je crois qu'il a du coup il se démerde pour écrire une scène où il embrasse sa femme dans l'épisode. Enfin bref, il y a tout un truc comme ça, quoi. Et c'était donc logique par rapport à ce que Seinfeld avait fini par être, c'est-à-dire une série méta, que ce soit récupéré de cette façon-là dans Curb Your Enthusiasm. Finalement, ça a du sens. Ouais. Et alors tu m'offres une transition parfaite en parlant de la suite de carrière plutôt ratée des acteurs principaux du cast, puisque je vous ai préparé un petit quiz. Il est plus compliqué que les précédents, puisqu'il va porter sur les génériques des autres séries dans lesquelles apparaissent les membres du cast principal. Alors, on va commencer avec un premier extrait.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, Pas du tout. pas du tout. Pas du tout. C'est pas une des séries de Julia Louis-Dreyfus, hein. Si. Comment ça s'appelle C'est un nom. Alors, je sais plus. Toi, tu penses à VIP? Ellie? Non. Ellie est quelque chose. C'est ça. Ellie dans tous ses états. ouais. Watching Ellie en anglais, sorti Bravo. en 2002. Bon, alors une série qui a connu, je crois, une saison ou deux saisons, pas plus. Série donc de Julia Louis-Dreyfus qui retrace la vie d'Eleanor Riggs, une chanteuse de cabaret, avec une particularité. Chaque épisode s'intéresse à une demi-heure dans la vie de l'héroïne principale et on voit une horloge à l'écran qui décompte les 22 minutes de l'épisode. Bon, la série a été retirée de l'antenne 3 épisodes avant la fin de la première saison. Et la seconde saison de 6 épisodes a été très conventionnelle, avec là aussi des rires préenregistrés qui n'étaient pas présents pendant la saison 1. Et ça n'a pas été du goût des téléspectateurs. Finalement, la sitcom a été annulée. À noter qu'il s'agit d'un des premiers rôles importants de Steve Carell. Elle était aussi, Julia Louis-Dreyfus, dans Arrested Development, dans 4 épisodes. Absolument. Et puis, alors ce n'est pas la seule série dans laquelle elle a joué. Elle a eu de la chance parce qu'on parle quand même d'une malédiction. Hein. C'est un terme de curse qui revient très souvent. Le fait que ni elle, ni Jason Alexander, ni Michael Richards ne réussissent par la suite leur carrière. Bon, elle, en vrai, s'en est sortie puisque ensuite, de 2006 à 2010, elle a joué dans une sitcom de CBS qui s'appelle The New Adventure of Old Christine et pour laquelle elle a gagné un Emmy Award. Et puis surtout, ça c'est toi Steph qui nous en parlait, elle a joué dans VIP. VIP, grosse série sur HBO où elle joue la vice-présidente des États-Unis et qui finit par d'ailleurs de devenir présidente des États-Unis, mais qui est un peu une douille, hein, en vrai, un peu con sur les bords, quoi, et un peu c'est Hélène Bénès. Pas tout à fait Hélène Bénès, mais c'est quand même ça en fait en vice-présidente, et c'est une série qui se moque un peu des travers politiques américains, ce genre de choses. C'est plus petit, hein, c'est plus concentré. C'est, je crois, en général une dizaine d'épisodes par saison, quoi. Et c'est assez drôle, et surtout parce qu'elle elle est incroyable dedans, quoi. Notez aussi que donc il y a eu une série comique qui a cartonné à une époque qui s'appelle 30 Rock, une série de Tina Fey qui se passe dans l'immeuble de NBC, donc là où est fait le Saturday Night Live, et parce que c'est NBC, en fait, du coup c'était aussi l'excuse de faire revenir Jerry Seinfeld et Julia Louis-Dreyfus dans certains épisodes, ou deux, je sais plus. Il y a notamment en fait le personnage de Alec Baldwin qui joue en gros l'exécutif en fait en chef de NBC, a une idée, il veut créer le Seinfeld Vision. Il veut prendre tous les outtakes, tous les moments en fait qui n'ont pas été utilisés et les intégrer dans les autres séries pour que les autres séries cartonnent, en fait, parce que Seinfeld a tellement cartonné, et du coup tu te retrouves avec, et c'est Seinfeld qui a participé au gag, hein, tu te retrouves avec par exemple, je sais pas quelle série pouvait cartonner dans les années 2000, admettons que Friends n'était pas encore terminé, dans Friends d'un seul coup il y avait Seinfeld qui apparaissait, mais très mal découpé en fait, et il avait une réaction, ce genre de truc. C'était de la grande idée d'Alec Baldwin, quoi, le personnage d'Alec Baldwin, quoi. Bon ça ne marche pas à tous les coups, hein. Non. Si effectivement la malédiction est levée pour Julia Louis-Dreyfus, c'est pas le cas pour d'autres comédiens de la série. Extrait numéro 2. Thousands of people just like you have already reached the top using techniques they've learned at Bob Patterson seminars. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Alors, pourtant, le nom de la série Bob est Patterson prononcé Seminar. Bob Patterson, exactement, série de 2001, avec dans le rôle principal Jason Alexander, D'accord. qui incarne un espèce de gourou, un motivational speaker, comme on dit, un conférencier charismatique, qui lui-même s'est auto-proclamé le 3e self-help gourou américain. Et donc qui est populaire avec des millions de personnes qui le suivent à travers les États-Unis grâce à ses livres. Enfin, il incarne vraiment ce type de personnage très très stéréotypé finalement, de personnage qui harangue les foules et qui va faire des conférences, vendre des bouquins, etc. La série n'a pas fonctionné du tout. Il y a eu une seule saison, 10 épisodes, dont la moitié qui n'ont même pas été diffusés. Il y a une autre série ensuite. Il a prêté sa voix à une série animée basée sur le personnage de Dilbert.
également. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée, hein, je pense à la base de mettre George Costanza quelque part dans un truc à voir avec le monde du travail, quoi. Mais apparemment, ça n'a pas pris. Ça n'a pas marché. Et une autre série, alors qui n'a pas franchement marché non plus, est-ce que vous avez entendu parler de Listen Up ? Non plus. La série de 2004, une sitcom. C'est un truc sportif, non ? C'est un truc sportif, absolument, qui était basé sur la vie de Tony Kleinman, qui était l'animateur d'une émission sportive et qui raconte à la fois les résultats sportifs, mais qui parle aussi de sa famille, des exploits de sa famille. Après, ce qu'il faut quand même dire un truc sur Jason Alexander, c'est qu'il est apparu dans quelques films. C'est-à-dire, il a eu quelques films qui ont eu quelques petits succès. Là, je pense notamment, en fait, il était dans Shallow Hall. Shallow Hall, c'est L'amour extra large avec. Enfin, c'est un film des Farrelly. Les Farrelly ont écrit un épisode de Seinfeld il y a 10 ans auparavant. Et enfin, ils ont participé à l'écriture, on va dire. Et du coup, bah oui, en fait, il s'est retrouvé dans ce truc aux côtés de Jack Black. Et il est bien, en plus. Ouais, il est bien. Bon, il joue un peu quand même George Costanza. Il joue un peu George Costanza. Parce qu'il joue un peu un mec assez obsédé par la plastique des femmes et qui refuse de sortir avec une nana qui a le moindre défaut, quoi. Et à un moment donné, il a avec une bombe thermonucléaire, mais je crois qu'elle a un orteil plus grand que l'autre, un truc comme ça. Enfin, voilà, donc en fait, il est monomaniaque, quoi. Et il est apparu dans Love, Valor and Compassion. En fait, c'est un film indépendant qui avait plutôt bien marché à l'époque, une comédie avec des personnages homosexuels, mais c'était encore un truc assez peu utilisé à l'époque, et c'était adapté d'une pièce de théâtre qui avait eu un gros succès à Sundance, en fait. Donc il avait quand même il a une street cred parce que c'est vraiment un bon acteur, et du coup il apparaît dans pas mal de petits trucs à droite à gauche, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu sa série en tant que vedette star qui est cartonnée, quoi. Il n'a pas eu sa série. Et une autre série qui, là aussi, une fois de plus, n'a pas fonctionné. On va l'écouter tout de suite. On reconnaît à nouveau la vibe. Là, ça date des années 2000. Oui. Est-ce que vous avez reconnu ? Pas du tout. Bien, ça serait The Michael Richards Show ou un truc dans le... Exactement. C'est ça. C'est The Michael Richards Show, donc une série qui tourne autour du personnage de Vic Nardoza, un détective privé qui est complètement maladroit et inepte. Et bon, une saison, 8 épisodes, on n'en parle plus, c'est fini. Bah oui, Michael Richards, encore d'une part, c'est un acteur de pantomime, c'est pas quelque chose de facile à vendre sur la longueur. Encore, quand tu joues un personnage secondaire, un comic relief quelque part dans un épisode de Seinfeld qui est très parlé, où tout d'un coup t'as une séquence de pure pantomime, ça marche. Effectivement, c'était devenu à cette époque-là une star. On en a parlé dans les épisodes précédents. Il faisait même de l'ombre aux autres comédiens. Mais construire toute une série autour de ça, ça me semble quand même un peu compliqué. Et puis, il y a l'autre événement qui a été absolument central dans sa carrière, qui est en 2006, lors d'un festival d'improvisation, il a peu improvisé de traviole, on va dire, en s'en prenant violemment à un groupe de blacks qui était présent, et parce qu'il y a dans la tradition du stand-up, il y a ce qu'on appelle le heckling, où en fait le public est invité à interpeller la personne sur scène et à se foutre de sa gueule. C'est pas quelque chose qui est très apprécié. Et c'est pas apprécié, mais c'est quand même dans la tradition. Dans la tradition des gens qui regardent du stand-up. Et les comédiens sont invités à défoncer la personne qui les a interpellés. On voit ça souvent dans les spectacles, mais souvent, il faut le dire, c'est pas improvisé. Ou souvent, c'est des trucs qu'ils ont prévus chez eux, en se disant, si quelqu'un me balance un truc dans ce genre-là, voilà la réplique de malade que je vais lui envoyer dans la gueule, quoi. Sauf que là, on est dans un truc d'improvisation, et donc, ils décident de répondre le plus violemment possible à ces personnages-là, et part dans un délire raciste, mais outrancier, alors à tout point. Tout simplement, il utilise le mot nègre, en fait. Déjà, ce qui est déjà pas possible à utiliser aux États-Unis. Pas seulement. Il a vraiment mis tout ce qu'il pouvait dedans. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très violent, comme séquence, quoi. Et ça a été filmé. Et il se fait épingler. Et il s'est fait épingler. Donc t'imagines aux États-Unis, voilà, le mec qui 5 ans avant était une superstar, etc., en train de sortir les pires trucs qui ont pu lui traverser l'esprit.
Et ensuite, il s'est retrouvé à pédaler dans la choucroute, à devoir se présenter. Je crois que c'était chez David Letterman qu'il a présenté. Letterman, il a présenté ses excuses en vidéo, et en fait, dans un épisode un peu étrange, parce que en fait, Seinfeld était invité aussi. Donc, du coup, en fait, il y a eu cette espèce de truc où non seulement en fait Michael Richards a dû s'excuser effectivement, mais Seinfeld a dû lui-même en fait s'expliquer à côté, alors que le problème, c'est que sa vidéo faisait rire. Le public était tellement conditionné par le personnage de Kramer qu'en fait eux, ce qu'ils voyaient, c'était Kramer en train de présenter des excuses, quoi. Donc du coup ils étaient morts de rire, et Jerry Seinfeld il était furax parce que les gens rigolaient alors que son pote était plus bactère en train d'essayer de présenter des excuses. Le truc, voilà, le fait est que je pense pas que Michael Richards soit un raciste. Je pense que c'est là pour le coup une énorme grosse connerie de maladresse de sa part d'avoir pu penser qu'il aurait pu partir dans un truc hyper extrême et que ça soit pris comme pour ce que c'était. Mais non, les gars en face, ils se sont pris dans la gueule les insultes telles quelles, quoi. Et surtout, il a eu la très mauvaise idée de ne pas leur présenter des excuses à eux directement, mais plutôt de passer par les médias, parce qu'il est allé voir Jesse Jackson, tous les représentants de la communauté afro-américaine dans l'espoir de se faire adouber d'une certaine façon. Donc c'était la pire chose qu'il puisse faire. Ouais, ça a complètement bousillé sa carrière. Il a quasiment pas tourné derrière, en fait. Et il s'est retrouvé du coup dans plusieurs épisodes de Family Guy, de South Park, uniquement autour de cette affaire-là. Il y a un épisode de South Park qui tourne autour du mot nigger, justement, et à un moment donné un des personnages est contacté par une secte secrète qui est en fait la secte de tous ceux qui ont employé le mot nigger et qui ont détruit leur carrière, et dont fait partie Michael Richards. Et du coup, en fait, comme il réapparaît dans la réunion de Curb, il y a un gag aussi autour de ça, parce que Larry David étant Larry David, son humour est très sarcastique et très caustique, quoi. Il y a des personnages en fait qui s'appellent justement, parce que Larry David, il faut savoir un truc, c'est qu'il met beaucoup en scène aussi son propre racisme à lui. C'est-à-dire que en gros, il y a plein de moments où fondamentalement son personnage ne l'est pas, il n'est pas raciste, quoi, mais il se retrouve dans des conditions où les gens sont persuadés que quand il dit une connerie, les gens sont persuadés qu'il l'est, quoi. C'est pas le raciste, c'est celui qui a la phobie de passer pour un raciste, en fait. Et du coup, à un moment donné, sa femme, en fait, après Katrina, invite une famille qui s'appelle la famille Black, et c'est des Afro-Américains qui viennent chez eux habiter. Donc du coup, il devient pote avec toute une famille et un de ses meilleurs amis, quoi. Et dans cette réunion, ce personnage est là, et d'un seul coup Michael Richards pète un boulon avec lui, et en fait ils refont un gag autour de ça, quoi. C'est-à-dire 2 ou 3 ans après la situation, quoi. C'est très caustique, c'est très sarcastique, il n'y a pas de rire enregistré. Voilà, c'est Larry David. Et oui, la différence avec Seinfeld, finalement, c'est rire enregistré qui faisait passer des situations très cringe et qui rendaient les personnages aussi peut-être plus Je pense sympathiques. que Seinfeld s'en serait passé dans l'absolu, mais c'est le network qui voulait ça. Et aussi parce que c'était très 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 écrit. Encore une fois, c'est important de dire que ce qui a valu à Michael Richards de sa carrière, en gros, un peu de choses près, c'est un truc d'improvisation. Tu te lances pas dans une impro sur un sujet aussi délicat. T'arrives avec un texte super écrit, quoi. C'était pas le cas. Une série écrite Seinfeld, justement, est-ce que on en reverra d'autres épisodes? Je vous pose la question, pas pour rien, parce que Jerry Seinfeld lui-même l'a évoqué sur le plateau d'Hélène DeGeneres. Ça, c'était il y a quelques années, c'était il y a 3 ans, en 2018. Il a simplement répondu à la question qu'on lui posait une énième fois, est-ce qu'il y aura un comeback du Quatuor dans de nouveaux épisodes? Et il a déclaré, c'est possible. Alors, on verra, ça reste quand même très ouvert comme réponse. En attendant, l'année dernière, Viacom a annoncé avoir acquis les droits de syndication par câble. À partir d'octobre 21, la série va être diffusée sur Paramount Network, Comedy Central et TV Land. À nouveau, des sous qui vont rentrer dans les poches des ayants droit. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ceci ? Sur quoi? Sur les rediffs Sur les rediffs, sur le pronostic d'un retour de la série, peut-être Moi, j'y crois pas trop. Moi non plus. Et puis, je pense que ça serait, pour le coup, beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'elle a eu un impact culturel absolument démesuré, mais par la force des choses, elle a généré tout un tas de trucs. Tout ce qu'on voit aujourd'hui est forcément
qu'on le veuille ou non, dans le sillage de Seinfeld. Donc si Seinfeld revient par la suite, enfin, ça va sentir un peu le renfermer, quoi. Donc c'est plus on n'a pas besoin, en fait, comme tu l'as pointé du doigt, en fait, c'est syndiqué partout maintenant. Donc en fait, ils ont littéralement pas besoin d'argent, à part peut-être éventuellement les autres acteurs, les autres comédiens, mais même je pense pas que ce soit forcément le cas en tout cas de Julia Dreyfus, quoi, qui, faut le dire, en fait, elle est quand même l'héritière d'une des plus grosses fortunes des États-Unis, hein, aussi, à la base. Mais non, enfin, moi, je vois pas l'intérêt, et puis surtout, je pense que, effectivement, comme Rafik le dit, c'est trop tard, quoi. Eh bien, on terminera cet épisode sur cet avis définitif et tranché. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce dernier épisode de cette collection consacrée à Seinfeld. Merci Clémence. We Love Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour entamer une nouvelle collection. Winter is coming, on s'attaquera à Game of Thrones. Allez, à mardi prochain et portez-vous bien.